il devient frère très tôt. Au départ, sa mère le confie à Champagnat certainement pour l'instruire, pour lui apprendre un peu de latin. Mais le petit frère François adhère volontairement au projet de Champagnat, donc à l'âge de 10 ou 12 ans. Et ensuite, on peut dire qu'il sera considéré comme le fils spirituel de Champagnat. Et après 1830, quand l'œuvre de Champagnat devient plus importante, eh bien, François est son homme de confiance. C'est lui qui dirige l'œuvre quand Champagnat n'est pas là. C'est son secrétaire particulier, c'est son alter ego. C'est aussi celui qui a probablement le plus profondément compris la spiritualité de Champagnat. Et donc, il sera élu supérieur des frères, directeur à la mort de Champagnat, et il sera donc pendant 20 ans chargé des frères, en ayant le souci de conserver cet esprit extrêmement profond, et aussi de recueillir les écrits du fondateur, de recueillir son enseignement. Cependant, c'est un personnage très tourmenté. Il est très souvent malade. Il semble aussi que sa tâche de supérieur lui est pesée et qu'il ait eu du mal à avoir assez d'autorité sur les frères. Donc, c'est un personnage assez fascinant dans son aspect très intérieur, très mystique, et en même temps, personnage qui se trouve dans une fonction qui n'est pas bien faite pour lui. Et ses assistants sont beaucoup plus brillants. Et il va passer les 20 dernières années de sa vie à l'Ermitage, comme simple supérieur, et il appelle cette maison le grand reliquaire du père Champagnat. Et c'est significatif, c'est l'homme qui a le souci de l'héritage. L'ennui, c'est que chez les frères, on l'a beaucoup oublié parce qu'il n'était pas aussi brillant, aussi dynamique que les autres. Mais il a certainement une profondeur supérieure à la plupart des autres frères. Irmão Lanfrey, o senhor, ao analisar a obra de Champagnat, tem utilizado as categorias mística, utopia e instituição. E qual a relação entre esses 6 termos para que possamos entender dentro da obra de Champagnat, dentro da sua vida? Eh bien, il me semble que ces 3 catégories seraient pertinentes pour analyser toutes sortes d'œuvres, même profanes. Dans le cas des maristes, il me semble que la création de cette société, c'est une création d'ordre mystique. Par exemple, son promoteur a le sentiment, en tout cas, de recevoir une inspiration divine. Et ses premiers disciples, eux-mêmes, se sentent inspirés, croient en cette inspiration. Donc la mystique, ce n'est pas
une vision réduite avec les états mystiques spectaculaires, c'est d'abord le sentiment qu'à un moment, on reçoit de Dieu un signe ou des signes. Et les maristes ont eu très fortement ce sentiment que Dieu leur parlait, que Marie était avec eux. Cependant, ce sentiment mystique est extrêmement fragile et peut être source de toutes sortes d'illusions. En tout cas, la mystique, si elle est vécue correctement, elle débouche sur ce que j'appelle l'utopie, c'est-à-dire un projet qui est souvent un peu fou. Ses promoteurs savent qu'il est inapplicable complètement, mais c'est un horizon et qui leur donne un but pour marcher. Et par exemple, les premiers maristes se sont vus comme une société destinée à convertir le monde entier à l'aide de Marie, comme les premiers apôtres l'avaient fait. Bon, on voit bien tout ce que cela a d'utopique. Et il est probable que la plupart d'entre eux ne s'y sont pas trompés. Alors, le troisième volet est capital parce que la mystique, ça peut être de pures illusions. L'utopie, eh bien, évidemment, ça peut être du rêve. Et le troisième volet, c'est l'institution, c'est-à-dire comment incarner les deux premiers éléments. Donc il faut littéralement installer la mystique et l'utopie dans le temps et dans les lieux. Par exemple, Champagnat, dès 1816-1817, en créant les frères, commence littéralement à institutionnaliser ce qui jusque-là n'était que projet, et d'autres maristes, notamment le père Colin, eh bien lui-même, un peu plus tard, va faire de même. Et donc, la réussite mariste, ce sera la capacité de ces gens qui nourrissent des projets un peu fous, mais qui sont capables d'abandonner tout ce qu'il y a là-dedans d'un peu trop enthousiaste pour créer quelque chose de solide en établissant des règles, en établissant, comment dire ça, en cherchant à se faire autoriser par l'État, par le pape, par l'archevêque, de telle sorte que leur société soit une société inscrite dans le temps et dans les lieux. Et me semble-t-il, toutes les sociétés, à toutes les époques, si elles veulent réussir, doivent d'une manière ou de l'autre gérer ensemble ces trois aspects. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la société de Marie est face à un défi un peu semblable. Comment gérer ensemble ces trois aspects? Irmão, há lugares no Instituto que são bastante significativos, que falam muito sobre a espiritualidade marista. Entre eles, a Casa de l'Ermitage. O que significou a Casa de l'Ermitage para Champagnat e o que significa hoje essa casa para o Instituto? Bien. Donc, je rappelle que Champagnat, quand il imagine la Société de Marie, il l'imagine comme une maison. Et il a été un grand bâtisseur. Donc, il construit avec les frères cette maison en 1824-25. Mais ce n'est pas seulement une maison de pierre, c'est une maison mystique.
c'est la cité mystique de Marie, c'est le jardin de Marie. Vous savez, la Jérusalem céleste, qui, telle que décrite par l'Apocalypse, c'est la cité nouvelle. Et pour Champagnat, eh bien, cette maison de l'Ermitage, comme la Jérusalem céleste, est ouverte à tous. Mais évidemment, pour y vivre, il faut s'en montrer digne. Et celui que l'on a accueilli doit rapidement montrer qu'il est enfant de Marie, sinon on lui montre la porte. Et c'est donc une maison donc très mystique et en même temps très réaliste. C'est une maison qui a de multiples fonctions. C'est une exploitation agricole. C'est un centre industriel. C'est un noviciat. C'est même un pensionnat. Il y a même des personnes âgées. En quelque sorte, c'est une maison aux multiples fonctions parce que cette maison, eh bien, c'est le prototype de la cité céleste future, de l'Église future. Il y a donc là une forte utopie. Et en même temps, on voit très très bien que cette utopie est régulée par le fait qu'on y travaille et qu'on forme des frères pour les écoles. Donc il y a cet aspect, on pourrait dire que la maison de l'Ermitage réunit en elle la mystique, l'utopie et l'institution. Et de ce point de vue, encore aujourd'hui, je crois, elle est pour les frères maristes un point de référence particulièrement important. Et important pour moi puisque je fais partie de la province de l'Ermitage. Irmão, o senhor diz que a relação entre irmãos e leigos representa uma nova utopia. Qual o significado disso? Alors, je pense que l'Église catholique a vécu une gigantesque mutation avec Vatican II, et notamment quand l'Église a été définie non plus comme une société hiérarchique, mais comme le peuple de Dieu, dont on pourrait dire le baptême est le fondement, et non plus le sacerdoce. Ce qui fait que les ministères ne sont plus des privilèges hiérarchiques, mais sont d'abord et avant tout des ministères de service. Donc, je crois que le laïcat est aujourd'hui le fondement de l'Église et que, en quelque sorte, les frères se trouvent en avance sur cette Église qui a découvert assez tardivement une chose qu'ils ont vécue dès Champagnat, à savoir que le frère, par l'enseignement du catéchisme, était à l'égal des prêtres le successeur des apôtres. Champagnat disait aux frères, vous avez un ministère apostolique. Donc, on peut dire que Vatican II a confirmé des intuitions que l'on trouve chez Champagnat. Cependant, la tradition des frères
n'est pas purement laïque, parce que dans l'Église de son temps, Champagnat a considéré que les frères devaient être en communauté de style monastique, pour ainsi dire. Je rappelle que être moine, c'est être laïque. La plupart des moines n'étaient pas des prêtres. Mais à mesure que le siècle est passé, les frères ont eu un style de vie très monastique avec l'école en plus. Donc, en quelque sorte, nous avons une double tradition, une tradition laïque très ancrée. Je précise qu'il y a une trentaine d'années, le chapitre général des frères a refusé la prêtrise. Mais c'est quand même une vie laïque assez spécifique, très monastique. Et en quelque sorte, il nous faut maintenant réinventer une manière d'être laïque qui soit plus adaptée à l'époque et qui, au fond, nous ramène à nos origines. Et donc, le lien avec les laïcs semble aller de soi. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait la mystique et l'utopie, et que l'incarnation dans l'institution, c'était difficile, eh bien, nous en sommes là. Je crois que les principes, les objectifs étant acquis, quel sera le degré de participation au laïcat? Il me semble que ça, c'est à inventer, et c'est pourquoi je dis que le lien avec le laïcat est une utopie, parce que l'institutionnalisation n'est pas encore très claire. Et pourtant, elle est nécessaire. Mais il me semble qu'il y a deux modèles d'union avec les laïcs. Il y a le modèle pyramidal, où les frères pourraient considérer que les laïcs sont leurs auxiliaires, et il y a un modèle qui me paraît davantage en réseau, où les laïcs soient en communion avec les frères, sans être pour autant leurs auxiliaires. Mais les deux systèmes posent des problèmes. Personnellement, je préfère un système à l'autre, mais je dirais volontiers, c'est utopique. Et comment réaliser cela? Irmão, em sua opinião, quais são os desafios e quais as perspectivas de futuro para o Instituto Marista? Je vais jouer au prophète. Il me semble que le monde dans lequel nous sommes, en tant que maristes ou non, est devenu un monde imprévisible. Un monde où les modèles anciens ne sont plus considérés comme pertinents. Un monde où les institutions sont devenues moins crédibles. Un monde, je dirais, où chacun, ou presque, se considère comme autonome, comme libre. Bref, un monde qui est très émietté. Et je pense que l'une des fonctions de société comme celle des maristes, c'est à la fois de prendre le monde tel qu'il est et de voir en lui ce qu'il y a de positif, d'intéressant, d'exaltant. Il y a beaucoup de choses, mais aussi de dire à ce monde, attention, vous êtes dans une situation de crise, dans une situation telle que plus personne
ne connaît de chemin vers l'avenir. En quelque sorte, il y a une crise des utopies. Crise de la mystique sans doute, crise de la mystique et crise double. D'une part, il y a trop de mystique et d'utopie, ça part dans tous les sens, et d'autre part, il manque une mystique et une utopie capables de rassembler un grand nombre de personnes. Et en plus, je pense qu'il faut dire aux gens, attention, les institutions qui font la loi, qui essayent de maintenir l'unité de la société, attention de ne pas trop les considérer de manière négative, parce que si elles ne sont pas là, c'est la guerre de tous contre tous. Et nous sommes menacés à l'heure actuelle de ce genre de guerre qui fait que, en quelque sorte, on revient à un monde tribal ou un monde clanique. Et il me semble qu'il y a beaucoup à faire, alors dans le domaine éducatif, mais le domaine éducatif au sens très large. En quelque sorte, aujourd'hui, tout le monde a besoin d'éducation, quel que soit son âge. Et la Société de Marie doit pouvoir donner des pistes, donner une éducation à des gens de tous âges, et pas seulement aux enfants, mais aussi elle doit elle-même accepter d'être rééduquée. Et pour un éducateur, c'est peut-être la chose la plus difficile de considérer que lui-même a besoin d'éducation. Agradecemos a oportunidade de conversar com o irmão André Lanfrey. Merci beaucoup e até a próxima.